Platon et la cité perdue. Non, la cité perdue de Platon n'est pas l'Atlantide. La véritable cité perdue de Platon est la Callipolis, la belle cité. Elle apparaît dans la République où elle est présentée comme une cité parfaite. Cette cité n'est pas perdue au sens géographique du terme. Elle n'a jamais existé et selon Platon, elle n'existera peut-être jamais. Cette cité est perdue au sens herméneutique, au sens de son interprétation. Cette cité est à un tel point perdue qu'on a oublié qu'on l'a perdue. L'interprétation traditionnelle de la République est comme figée et entendue. Son but est de décrire la cité idéale. Elle élabore la meilleure constitution et la compare aux constitutions imparfaites. Le texte serait l'un des premiers d'une longue tradition de textes politiques cherchant le régime le plus juste, tel le contrat social de Rousseau ou le Léviathan de Hobbes. Ceci semble confirmé par le titre. La République désigne la chose publique, une res publica, un État au service de son peuple. Cependant, le titre original est Politeia. Politeia, c'est la cité au sens grec, quand la République est chargée d'un sens romain. La Politeia n'est pas exactement la République. Ensuite, le titre et le sous-titre entrent en contradiction. Le sous-titre est « De la justice, genre moral ». La République est-elle un texte exclusivement politique ou principalement moral? Qu'est-ce que cette Politeia dont nous parle Platon? La cité parfaite de Platon est l'objet d'au moins 3 scandales. Premier scandale, on y pratique la communauté des femmes et des enfants. Tout le monde est mari et femme de tout le monde, et tout le monde est père et mère de tous les enfants. Deuxième scandale, la poésie en est bannie. Platon chasse Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, chef-d'œuvre du patrimoine de l'humanité, de sa cité soi-disant parfaite. Troisième scandale, le maître de cette cité est un philosophe roi. Or, à l'époque même de Platon, le philosophe est considéré comme inutile à la cité. Comment un homme qui se perd dans les abstractions pourrait-il prendre des décisions pragmatiques dans la paix et dans la guerre? La cité de Platon serait donc un projet de constitution daté, dépassé, scandaleux, ancêtre bâtard du communisme dans ses dérives et ses outrances. Mais avons-nous bien compris cette cité parfaite? Et si le but de Platon n'était pas d'imaginer et de réaliser la cité la plus aboutie? Et si en faisant de cette cité un projet de constitution réel, nous avions perdu son sens véritable? Est-il possible de restituer à la République sa valeur inestimable et universelle? Nous croyons que la République est dépassée alors que nous ne sommes peut-être même pas encore arrivés à sa hauteur. Pouvons-nous retrouver la cité parfaite de Platon? L'idée selon laquelle la République consiste principalement en un projet de constitution trouve son origine chez Platon lui-même. Platon nous a peut-être induit en erreur malgré lui. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Thrasyllus de Mendes regroupe les œuvres de Platon en 9 tétralogies. La République se trouve dans la 6e tétralogie, aux côtés du Timée, du Critias et d'Hermocrate, dialogue manquant. Il y a une raison interne à ce regroupement. Il y a une trilogie dans la tétralogie. Le Timée, le Critias et Hermocrate se font explicitement référence. Dans le Timée, Socrate s'adresse directement aux 3 personnages, Timée, Critias et Hermocrate, dont chacun devra lui proposer un discours. Mais pourquoi Thrasyllus a-t-il associé la République et la trilogie du Timée? Parce que le début du Timée semble faire directement référence à la République. Socrate rappelle ainsi le discours ayant eu lieu. Hier donc, les propos que je tenais sur l'organisation de la cité portaient pour le principal sur cette question: quelle était selon moi la constitution la meilleure et quelle sorte d'homme elle exigeait? Il rappelle des points saillants de la discussion. La cité était divisée en 3 parties, les gardiens, les paysans et les gouverneurs. Chacun devait ne s'occuper que d'une seule tâche. L'âme des gardiens devait être à la fois pleine de fougue et de désir de savoir. Ils ne recherchent pas les richesses et se partageront les femmes et les enfants. La description de cette cité correspond point par point à celle exposée dans la République. Certes, les chronologies internes ne correspondent pas. Dans la République, Socrate s'adresse à Polémarque, Thrasymachus, Adimante et Glaucon. Dans le Timée, Socrate déclare avoir fait un discours devant Timée, Critias, Hermocrate et un 4e personnage.
nous pouvons à bon droit supposer que Socrate a tenu devant les personnages du Timée le même discours qu'il avait tenu aux autres dans la République. Rien d'étonnant à ce que Thrasyllus classe la République dans la même tétralogie que la trilogie du Timée. Surtout dans le Timée, Socrate expose une intention politique relativement à la cité parfaite. Ce sentiment s'apparente à celui qu'on éprouve quand, contemplant de beaux animaux qui sont figurés en peinture ou qui, même s'ils sont vraiment vivants, se tiennent au repos, on ressent l'envie de voir ces animaux bouger, rivaliser au combat. Il veut voir la cité parfaite, qui n'est décrite que de façon abstraite, prendre forme et vie et s'animer sous ses yeux, se réaliser. J'aimerais en effet entendre quelqu'un qui évoque les luttes que soutient cette cité, qui raconte comment cette cité rivalise avec les autres. La trilogie du Timée a pour but de donner vie à la cité parfaite. Or, cette cité parfaite a été décrite dans la République, donc on en déduit que l'objet de la République est la constitution de cette cité parfaite. La démonstration semble naturelle, mais la chose ne semble pas si évidente. Les deux discours du Timée et de la République sur la cité parfaite sont chronologiquement distincts, mais sont-ils logiquement identiques ? Nous pouvons penser que les discours n'étaient pas du tout identiques et qu'une première confusion a eu lieu ici. Le discours tenu dans la République et la veille du Timée ont des parties identiques, mais ne sont pas des tout identiques. Le discours précédant le Timée n'avait pour objet que la cité parfaite. Dans la République, Socrate ne parle pas que de la cité parfaite, mais aussi et surtout de la justice. Ce n'est pas le même discours, ni dans son contenu total, ni dans son intention dernière. Quelle est donc l'intention de la République ? Quel rôle joue l'analyse de la cité parfaite dans cette entreprise ? Le début de la République devrait nous informer précisément sur l'intention générale de l'ouvrage. Dans le livre 1, Socrate s'entretient avec trois personnages. Céphale est le patriarche, Polémarque et Thrasymachus sont ses fils. Céphale est très vieux. Socrate lui demande si sa richesse adoucit sa vieillesse. Pour Céphale, la richesse permet de passer dans l'autre monde avec l'assurance de ne pas laisser d'injustice derrière soi, de rendre à chacun ce qu'on lui doit. Voyant l'imminence de la mort, il craint pour son âme. Ces fables sur l'Hadès dont il arrit jusque-là tourmentent son âme, son esprit s'emplit de frayeur. Telle est sa définition de la justice. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Socrate lui adresse une objection redoutable. Si un homme sain d'esprit nous prête des armes, et qu'il nous les réclame ensuite alors qu'entre-temps il est devenu fou, il n'est pas juste de les lui rendre, alors que selon la définition on les lui doit. Céphale renonce à la discussion qui s'engage. Son fils Polémarque devient l'héritier du dialogue. Selon lui, la justice consiste à faire du bien aux amis et du mal aux ennemis. Socrate a beau jeu de montrer que l'homme juste ne saurait faire de mal à personne, pas même aux injustes. Faire du mal, c'est rendre les hommes pires. Faire du mal aux ennemis, c'est les rendre encore plus mauvais, tandis que la justice vise à améliorer les hommes, à faire que le juste soit toujours juste et que l'injuste devienne juste. Polémarque doit rendre les armes. Un coup de théâtre intervient alors. Thrasymachus, jeune homme impétueux, veut en découdre. Il bondit comme un fauve et se lance dans la discussion en provoquant Socrate. Quel est ce bavardage, Socrate, et pourquoi faites-vous les imbéciles ? Thrasymachus sera le plus redoutable interlocuteur du livre 1. Il énonce une double thèse violente et provocatrice. D'une part, la justice est l'avantageux au plus fort. Le plus fort, en effet, le gouvernant par exemple, définit le juste et l'injuste dans les cités. La justice est ce qui est dans son intérêt, l'injustice est ce qui est contre son intérêt, et le juste est obligé d'obéir. D'autre part, la vie de l'homme injuste est meilleure que la vie de l'homme juste. Ceux qui respectent les règles sont moins respectés et honorés que ceux qui leur désobéissent. Selon Thrasymachus, l'homme injuste est réellement plus heureux que l'homme juste. Compare, dit-il à Socrate, les deux extrêmes de l'homme injuste et de l'homme juste. L'homme le plus injuste qui pille, vole, emprisonne ses ennemis sans crainte de représailles sera appelé heureux. L'homme juste qui se fait piller, voler, emprisonner sera dit malheureux. Thrasymachus se fait le chantre de l'injustice heureuse contre la justice bafouée. Socrate répond aux deux thèses de Thrasymachus.
Celui-ci va jusqu'à affirmer que l'injustice est sagesse et vertu, et que la justice est ignorance et vice. Il entend par là que l'homme juste est un simple et malhabile, et que l'injuste est assez habile pour faire le mal sans se faire prendre. Socrate a beau jeu de montrer que la justice est bien plutôt synonyme de vertu et de sagesse, et que l'injustice signifie le vice et l'ignorance. Or, comme la vertu est supérieure au vice et la sagesse supérieure à l'ignorance, il en déduit que la justice est supérieure à l'injustice. Il fait taire Thrasymachus sur ce point. Ensuite, Socrate va lui montrer que l'âme a une fonction, celle de délibérer, c'est-à-dire de réfléchir et de prendre des décisions. Or, elle ne peut remplir cette fonction que grâce à la justice, qui est une vertu de l'âme, et elle manque cette fonction à cause de l'injustice, qui est un vice de l'âme. Par conséquent, l'âme de l'homme juste accomplit véritablement sa fonction, tandis que l'âme de l'homme injuste la manque. L'âme qui réussit doit se déclarer heureuse, et l'âme qui échoue doit se dire malheureuse. Comme Céphale avant lui, comme Polémarque peu après Céphale, Thrasymachus est vaincu par le sage et ironique Socrate qui achève ce premier livre par sa formule fétiche « Le résultat de notre conversation est que je ne sais rien ». Le livre 1 forme un tout si complet que certains commentateurs ont pu dire qu'il pourrait sans préjudice être séparé de la République et présenté comme un dialogue à part que l'on aurait pu nommer Thrasymachus. Socrate semble confirmer cela dans le livre 2. Je croyais m'être dégagé de l'entretien, mais ce n'était qu'un prélude. Le livre 1 qui devait nous donner le sens et la portée de la République nous laisse sur notre faim. La République commence-t-elle par un faux départ ? Le livre 1 s'apparente à un autre dialogue de Socrate. Le Gorgias oppose également Socrate à 3 personnages. Gorgias, l'orateur, est âgé et cède vite dans le discours. Polos prend la relève, lui-même relayé par l'impétueux Calliclès. Céphale, Polémarque et Thrasymachus semblent être les avatars de Gorgias, Polos et Calliclès. L'entrée dans la discussion de Calliclès est presque la même que Thrasymachus. « Dis-moi, Socrate, faut-il croire que tu parles sérieusement en ce moment ou que tu badines ?» Sa thèse est que la nature proclame qu'il est juste que le meilleur est plus que le pire et le plus puissant que le plus faible. Il affirme quasiment dans les mêmes termes que Thrasymachus, le luxe, l'incontinence et la liberté, quand ils sont soutenus par la force, constituent la vertu et le bonheur. Calliclès et Thrasymachus ont un point commun, ils disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Tu dis nettement toi ce que les autres pensent, mais ne veulent pas dire, dit Socrate à Calliclès. Pourquoi Platon reproduit-il une copie forcément imparfaite du Gorgias au début de la République ? Le Gorgias et le livre 1 de la République voient Socrate vaincre au sens où il convainc, mais pas triompher au sens où il persuade. C'est un paradoxe. Convaincre, c'est emporter l'adhésion par les arguments. Persuader, c'est emporter l'adhésion par des sentiments. En principe, si on est convaincu, on est persuadé. Ce n'est pas ce qui arrive ici. On est convaincu par les arguments formels de Socrate, mais il manque le plus important, la persuasion du cœur et de l'âme. Tout homme, même juste, n'est-il pas tenté à toute époque de dire « l'injustice est mieux récompensée que la justice ». C'est la raison pour laquelle dans le livre 2, Adimante et Glaucon volent au secours de Thrasymachus. Glaucon intervient le premier. Thrasymachus s'est rendu trop tôt fasciné par toi comme un serpent. Il ajoute « Je n'ai jamais entendu personne parler de la justice et de sa supériorité sur l'injustice comme je le voudrais. » Glaucon affirme que les hommes choisissent la justice par obligation, non par une volonté pleine et entière. La majorité des hommes met la justice au rang des choses pénibles. Si nous avions le choix, nous voudrions commettre l'injustice et non la justice. Il prend l'exemple de l'anneau de Gygès. Gygès était un berger découvrant un jour un anneau magique lui permettant de devenir invisible. Il séduisit la reine, tua le roi, devint le roi. Conclusion de Glaucon. Si donc il existait 2 anneaux et que le juste reçut l'un, l'injuste l'autre, aucun ne serait de nature assez forte pour persévérer dans la justice. L'injuste deviendrait encore plus injuste et le juste
deviendrait injuste. Il en serait ainsi parce qu'étant libéré de la crainte de toute punition, comment pourrait-on punir un homme invisible? Il choisirait l'injustice sans hésitation, sans frein moral. Adimante enfonce le clou dans le cercueil de la justice. Adimante est le frère de Glaucon. Faisant mine de s'opposer à lui, il va exposer les propos communs de ceux qui défendent la justice contre l'injustice, mais en montrant leurs limites et leurs maladresses. D'un côté, les pères enseignent à leurs fils que la justice est une bonne chose, mais que ce n'est pas en tant que justice, mais en tant qu'apparence de la justice ou de réputation de justice. D'autre part, les poètes décrivent la justice comme belle, certes, mais en tant qu'elle est pénible. Ils décrivent que les justes sont mis à rude épreuve par les dieux. Ainsi donc, ni pour les pères ni pour les poètes, qui prétendent défendre la justice, elle n'est bonne en elle-même. Cela va plus loin. Les dieux semblent penser de même, car selon les mots des poètes, ils sont susceptibles d'être corrompus par les hommages et les offrandes. Si donc un jeune homme se demande « Quel genre de vie dois-je mener pour être heureux ?», il choisira de suivre l'injustice avec la plus grande réputation de justice. Gravirai-je le chemin de la vie par la justice ou par les ruses obliques? Les ruses obliques sont celles de la plus parfaite injustice. Adimante rejoint Glaucon par un chemin détourné en affirmant comme lui que nul ne peut être juste volontairement. Socrate se retrouve face à un immense défi qui se confond avec le combat de toute sa vie. Il doit mener une dikédicée, une justice de la justice. Il se retrouve sommé par tous les interlocuteurs de défendre la justice, de rendre justice à la justice. À la ligne 367b, le véritable motif de la République se révèle dans les paroles d'Adimante. Ne te borne pas à nous prouver que la justice est plus forte que l'injustice. Montre-nous les effets de la justice dans l'âme. Cette formule est au cœur du dispositif de la République. Socrate a souvent démontré que la justice est supérieure à l'injustice. Cependant, si ces arguments satisfont la raison, ils n'emportent pas la conversion totale de l'être qui porte à choisir dans la vie, dans l'action, la justice contre l'injustice. S'il en est ainsi, c'est parce que, quoi qu'en disent les arguments et la raison, l'injustice semble payer mieux que la justice. Elle récompense en plaisir, en passion, en joie, en réputation. C'est en ce sens que l'injuste est dit plus heureux que le juste. La seule façon de vaincre cette opinion, quasi invincible parmi le peuple, c'est d'entrer dans l'âme elle-même. C'est de montrer que, quelles que soient les conséquences externes, le juste connaît la satisfaction dans son âme elle-même. Même si on ne me respecte pas, même si je subis des épreuves, même si je suis attaqué, traîné dans la boue, si je suis dans mon âme même en présence d'un bien, comblé par un bien, alors il sera établi que la vie juste est la seule qui vaille la peine d'être menée. Mais comment une telle chose pourrait-elle être possible? Comment un homme juste dans le tourment pourrait-il être plus heureux qu'un homme injuste dans les délices? Telle est la gageure que va relever Socrate, lui qui ne cesse de dire que le juste est toujours, en toutes circonstances, plus heureux que l'injuste. Montre-nous les effets de la justice dans l'âme, c'est-à-dire montre-nous que le juste est heureux en lui-même, quels que soient les malheurs dont on le frappe. Cela signifie aussi en miroir, montre-nous les effets de l'injustice dans l'âme, c'est-à-dire, montre-nous que l'injuste est malheureux dans son âme même, et ce alors qu'il nage dans les plaisirs et connaît l'impunité. Le lieu du combat se déplace, il n'est plus hors de l'âme, dans les récompenses externes, mais dans l'âme même, dans la satisfaction intime. Tout va se jouer à l'intérieur de l'âme, lieu primordial de notre propre bonheur ou de notre irréductible malheur. Socrate est mis au défi ultime. Toi, le plus grand défenseur de la justice, cesse de développer des arguments et mets-nous sous les yeux, fais entrer dans notre chair, dans notre âme et dans notre cœur la certitude que la justice est meilleure que l'injustice. Nous comprenons dès lors pourquoi le livre 1 est nécessaire à la République. Il est l'occasion d'une reprise qui révèle les limites du simple discours moralisateur et rationaliste.
C'est parce qu'il y a le livre 1 que la suite de la République est nécessaire. Son échec ouvre sur le défi ultime d'une défense d'un genre nouveau, moral et total. Ce n'est pas la raison seule qui doit s'ouvrir à la justice, c'est l'être tout entier, du corps à l'âme en passant par le cœur. La question de la constitution parfaite n'est pas le centre d'intérêt premier de la République. C'est la question foncière du rapport total à la justice qui est ici le cœur du problème. Les questions qui animent Polémarque, Thrasymachus, Glaucon et Adimante nous animent encore tous. Tous, nous sommes scandalisés par le triomphe des injustes sur les justes, au point, si nous sommes injustes, de persévérer avec cynisme, au point, si nous sommes justes, de douter du bien fondé de notre morale, au point, si nous doutons trop de la justice, de basculer dans l'injustice. Celui qui demeure juste dans un monde injuste n'est-il pas, selon les propres termes de Thrasymachus et de Calliclès, un imbécile ? Pourquoi respecter la justice lorsque le monde entier la bafoue et s'en trouve récompensé ? Voilà la question qui restitue la puissance vive du texte de Platon. Comment Socrate va-t-il relever ce défi ? Comment l'analyse de la cité parfaite, la Callipolis, va-t-elle prendre place dans le dispositif d'apologie de la justice ?